Bonjour à tous. La 3D est souvent synonyme de problème lorsque l'on parle du cinéma des années 2010. Tout d'abord, il y a la perception visuelle, puisque d'un spectateur à l'autre, l'expérience 3D sera bien évidemment différente. Certains y verront que du feu, lorsque d'autres vivront une véritable expérience sensorielle. À cela rajouter des effets secondaires comme les maux de tête, les nausées, les vertiges, mais également la fatigue, puisque plus le film va utiliser des effets de jaillissement, plus vous allez fatiguer des yeux. Ces effets indésirables sont souvent dus au cinéma puisque les exploitants distribuent généralement aux spectateurs des lunettes passives et non actives qui sont plus chères à produire. Les qualités de la projection jouent aussi puisque plus le projecteur sera sale et aura une luminosité basse, plus la projection sera sombre et aura moins de détails à l'écran. L'autre souci qui revient régulièrement sur le tapis lorsque l'on parle d'aller voir un film en 3D au cinéma, c'est bien évidemment le prix. Si vous allez voir un film en 3D au cinéma, vous devrez débourser 2 euros en plus de votre tarif initial. Si vous allez voir un film en HFR 3D ou 3D+, ce sera 2,50 € et cela peut monter jusqu'à 6 euros en ce qui concerne l'IMAX 3D. Des prix qui ont tendance à effrayer certains spectateurs, d'autant qu'encore aujourd'hui, des exploitants, sous l'impulsion de distributeurs, imposent la 3D sur toutes les séances d'un même film. Pour l'avoir testé chez un ami qui se reconnaîtra, regarder un film en 3D sur une télévision 3D se révèle plus convaincant, plus agréable et moins fatigant que de regarder un film en 3D au cinéma. Bien évidemment, cela dépend toujours de la perception visuelle du spectateur, tout comme de la qualité de la 3D, et il faut aussi avoir l'équipement adéquat et faire les réglages pour avoir un rendu optimal. Malheureusement, la télévision 3D n'a jamais réussi à s'imposer dans les foyers et sa fabrication s'est arrêtée en 2017. Toutefois, le Blu-ray 3D, lancé en 2010, continue d'exister, notamment avec des combos DVD, Blu-ray et UHD 4K. Après cette longue introduction où je suis surtout revenu sur des points négatifs, entrons enfin dans le vif du sujet. Je vais d'abord m'attarder sur l'historique de la 3D, puis je reviendrai sur certains coups de cœur que j'ai pu avoir au fil du temps. Donc si vous êtes prêts, mettez vos lunettes et entrons dans la troisième dimension. Déjà, qu'est-ce que la 3D? Eh bien, c'est tout simplement ce que nous voyons tous les jours avec nos yeux, puisque nous vivons dans un monde en 3 dimensions. Si vous regardez un film en 2D, vous allez voir une image qui est plate, qui ne va pas sortir de l'écran par exemple. Alors que si vous regardez un film en 3D, avec ce type de lunettes par exemple, vous allez avoir deux images qui vont se superposer pour n'en former qu'une seule. Cette dernière va être en volume et se rapprocher de ce que vous voyez tous les jours. Malgré les efforts de James Cameron, nous devons toujours utiliser des lunettes pour pouvoir regarder des films en 3D. Pourtant, au fil du temps, nous avons réussi à en fabriquer trois types. Les lunettes anaglyphes sont les plus connues des spectateurs et pour cause, c'est celles que j'ai sur le nez, à savoir les lunettes avec les verres rouges et cyan. Il y a ensuite les lunettes à verres polarisants que l'on retrouve dans quasiment tous les cinémas de France depuis la sortie de Beowulf en 2007. Généralement, les cinémas vendent ces lunettes à 1 €, ce qui permet aux spectateurs de les utiliser à l'infini, mais certains cinémas optent encore pour le système de location. Toutefois, ce système risque fort de s'arrêter à cause des contraintes sanitaires actuelles. Enfin, il y a les lunettes actives, généralement celles utilisées pour la télévision en 3D et qui ressemblent plus ou moins à ça. Pour obtenir l'effet de la 3D, il y a deux méthodes. La première est de tourner en 3D native avec une caméra spécifique comme le font Tsui Hark et Paul W.S. Anderson. La seconde est de convertir le film en post-production. Malheureusement, beaucoup de réalisateurs, suite à des contraintes diverses, optent plutôt pour la conversion, ce qui a souvent donné des résultats détestables durant les années 2010. Entre 1838 et 1890, la stéréoscopie se développe à travers des inventions telles que le stéréoscope à miroir, la prise de vue stéréoscopique, la visionneuse ou encore les lunettes anaglyphes. Malgré tout, il faut attendre le début du siècle dernier pour trouver le premier film en 3D relief, ou du moins ce qui semble être le premier puisque des sources divergent à ce propos. Certains disent que le premier film en 3D serait un film de Georges Méliès réalisé en stéréoscopie sans qu'il ne s'en rende compte. D'autres que ce serait Jim the Penman, un film projeté en 1915 dans une 3D expérimentale. Mais la plupart s'accordent à dire que le premier film en 3D véritablement connu serait Power of Love en 1922. Une histoire de triangle amoureux réalisée par Harry Farrell qui visiblement aurait été perdu au fil du temps. Si de nombreux films sont produits en 3D de par le monde à partir de 1922 et que des inventions comme la Viewmaster continuent à être créées autour de la stéréoscopie, il faut attendre l'après-guerre pour assister à un véritable boom de la 3D au cinéma. Suite à la naissance de la télévision, Hollywood cherche un moyen de concurrencer ce nouveau média à travers un moyen inédit et la 3D apparaît à point nommé. Sorti en 1952, Buana le Diable sera un véritable succès en salle. Cette chasse au lion sera le début d'une longue série de films en 3D qui va s'étendre sur toutes les années 50 jusqu'à atteindre un certain essoufflement.
Parmi les films les plus connus de l'époque, on retrouve L'homme au masque de cire d'André de Toth avec Vincent Price, L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold que certains ont pu découvrir en 3D à la télévision dans la dernière séance, et enfin Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock. Mais le cinéma en relief ne se contente pas du thriller et de l'horreur, puisque l'on peut également voir la rom-com Kiss Me Kate, le film de guerre Ceasefire ou le western La Nuit sauvage. Quand la 3D revient dans les années 80, c'est en grande partie pour 3 gros films d'horreur qui ne sont autres que les 3e volets de chacune des franchises concernées, soit Vendredi 13 Meurtre en 3 dimensions, Jaws 3D et Amityville 3D. En 1991, la fin de Freddy est l'occasion de relancer la 3D au cinéma le temps de quelques scènes. Malheureusement, ce sera le dernier gros film hollywoodien à sortir en 3D au cinéma jusqu'en 2003. Si le cinéma ne sait pas vraiment quoi faire de la 3D durant les années 80-90, en revanche, ce n'est pas le cas des parcs d'attractions. À l'image de Disneyland qui a accueilli au moins 3 grosses attractions avec des films en 3D. La première est bien évidemment Captain EO, super production signée Francis Ford Coppola, produite par George Lucas avec Michael Jackson en vedette, accompagné d'Angelica Houston en méchante qui avait d'ailleurs un magnifique costume signé H.R. Giger. Un film de science-fiction pas forcément très intéressant et qui a même salement vieilli, ayant surtout une réputation à cause des stars impliquées dedans. Plus qualitatif, Muppets Vision 3D est un film charnière puisqu'il s'agit du dernier projet de Jim Henson, ce dernier décédant quelques semaines après le tournage. Il sera finalement remplacé par son fidèle collaborateur Frank Oz, qui prendra ainsi la relève lors de la post-production. Muppets Vision 3D est un show particulièrement ambitieux puisque nous avons un film en 3D particulièrement fun et avec notamment le premier Muppet en CGI et de l'autre des interactions avec le public dans une salle très proche de celle du Muppet Show habituel. Et enfin, il y a Chérie j'ai rétréci le public, suite avec la même équipe de Chérie j'ai rétréci les gosses et Chérie j'ai agrandi le bébé. Universal Studios n'est pas en reste puisqu'il propose ni plus ni moins à James Cameron de signer sa première expérience 3D avec Battle Across Time ou T2 3D. Véritable suite de Terminator 2, Battle Across Time est l'occasion pour le John Connor de 1997 de voyager dans le futur en compagnie du T-800. Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong et même Robert Patrick reviennent dans cette suite particulièrement ambitieuse visuellement, même si certains effets visuels ont pu vieillir bien évidemment avec le temps, et surtout le film est dans l'esprit des 2 premiers Terminator. Finalement, on aurait préféré que James Cameron en reste là avec Terminator plutôt que de scénariser Terminator Dark Fate. C'est d'ailleurs en grande partie à cause de James Cameron que la 3D refait son apparition dans les années 2000 avec ses 2 documentaires Les Fantômes du Titanic et Aliens of the Deep. On pense également dans une moindre mesure aux 2 films réalisés par Robert Rodriguez en 3D, Mission 3D Spy Kids 3 et Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl. Si les films en 3D ne manquent pas dans les années 2000, en revanche, les exploitants déjà bien occupés à la numérisation des salles hésitent un peu à investir dans l'équipement 3D qui s'avère particulièrement cher. Mais 2009 sera une année charnière pour le cinéma en relief puisqu'au moins 9 gros films sortiront en 3D entre avril et décembre. Le succès d'Avatar fut tel que tous les studios hollywoodiens ont voulu avoir leur propre film en 3D dans les semaines à venir, quitte à passer par une conversion particulièrement ratée, comme ce sera le cas du Choc des Titans. Des conversions qui ont fait plus de mal que de bien au cinéma en relief, puisqu'il y a eu une accumulation de films en 3D durant les années 2010, au point que le spectateur a pu finalement se lasser du procédé suite à des 3D laborieuses, voire a fini par privilégier des visionnages en 2D de films qui auraient nécessité un visionnage en 3D. Ce qui n'empêche pas certains films de faire encore de gros scores au box-office grâce à la 3D. Et la France dans tout ça? Eh bien figurez-vous que nous ne sommes pas à la traîne. Si l'on accepte le film de Méliès, il semblerait que les 2 premiers films français en 3D soient 2 films de 1921 et 1922, Rêve d'opium et Faust. Ils seront ensuite suivis d'un remake stéréoscopique de L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat réalisé par les Frères Lumière en 1935. Toutefois, il faudra attendre 1967 pour retrouver un film français en 3D, ou du moins une coproduction puisqu'il s'agit d'Electra One. Il sera suivi en 1974 par Cher pour Frankenstein avec Udo Kier. En revanche, si vous désirez regarder un film français des années 80 réalisé en 3D, vous tomberez automatiquement sur des productions horrifiques ou érotiques. Soit des films comme Le Pensionnat des Petites Salopes, Emmanuel Cat avec Sylvia Christel, ou encore Vénus avec Sophie Favier. Si l'on accepte les documentaires, il faudra attendre 2011 pour avoir un véritable boom de la 3D dans le cinéma français avec au moins 5 films à l'affiche. Si les films d'animation forment la majorité de la production 3D du cinéma français des années 2010, en revanche, il y a quelques exceptions live action. On peut ainsi noter l'Astérix de Laurent Tirard, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette de Jean-Pierre Jeunet, Adieu au langage de Jean-Luc Godard, Le Dernier Loup de Jean-Jacques Hano, Love de Gaspard Noé ou Le Valérian de Luc Besson. Au fil du temps, diverses variations de la 3D ont fini par voir le jour. Parmi elles, il y a l'IMAX 3D et l'HFR 3D. A l'origine, l'IMAX est un type de salle de cinéma créé dans les années 70 qui se personnifie par un écran d'au moins 16 mètres de haut et 22 mètres de long.
Il faudra attendre la fin des années 80 pour entendre parler d'IMAX 3D à travers des documentaires et 1995 pour un premier film de fiction. Cocorico, il s'agit des Ailes du courage de Jean-Jacques Hano, biopic sur Henri Guillaumet avec Craig Sheffer, Val Kilmer et Tom Hulce. Mais c'est dans les années 2000 que l'IMAX 3D se démocratise dans les œuvres de fiction avec le Pole Express, Superman Returns et Harry Potter 5 et 6. À partir de là, dans les salles concernées, vous aurez souvent le choix pour un film en 3D de le voir soit en 3D, soit en IMAX 3D. L'HFR 3D ou la 3D+, est en revanche une invention beaucoup plus récente puisqu'elle a eu lieu dans les années 2010. L'HFR 3D consiste à tourner en 3D avec plus de 24 images par seconde, soit la norme habituelle du cinéma. Le premier à se lancer sera Peter Jackson avec la trilogie du Hobbit en 48 images par seconde. Après avoir réalisé le très bel Odyssée de Pi en 3D, Ang Lee a persévéré dans le format en tournant Un jour dans la vie de Billy Lynn et Gemini Man en 120 images par seconde. Quant à Détective D3, il est l'occasion pour Treyarch de passer le cap de l'HFR 3D après 5 films en 3D classique. Malheureusement, sur les 6 films produits en HFR 3D, seulement 4 sont sortis dans ce format en France. Dans le cas de Billy Lynn, il s'agit tout simplement d'une sortie technique en 2D suite au four commercial du film dans le monde. Dans le cas de Détective D3, il s'agit surtout d'une question de moyens, Joker étant un petit distributeur. Ce qui n'a pas empêché le film de sortir en 3D dans les cinémas de France, qui plus est dans une très belle copie qui vaut rien que pour son climax démentiel. Il faut dire aussi que l'accueil de l'HFR 3D n'a pas forcément été très clément, que ce soit de la part des journalistes ou du public. La principale critique qui est faite à l'HFR 3D est de rendre les films trop réalistes, trop proches de la réalité, si bien que l'on se rapproche du rendu de la télévision, qui est généralement à 50 images par seconde. Contrairement à la télévision, le cinéma utilise ce qu'on appelle le flicker, c'est-à-dire un phénomène de battement perceptible à l'œil nu. Si l'on se fie à Douglas Trumbull qui a développé un procédé similaire avec le Magipod, il faudrait mettre du flicker artificiel dans l'image d'un film en HFR 3D pour retrouver en quelque sorte le look du cinéma. De même, il évoquait en interview que si vous augmentez la taille de l'image, vous allez devoir également augmenter le framerate, soit la cadence de défilement des images lors d'une projection. Mais si vous ne changez pas la taille de l'écran, cela ressemblera en effet à de la télévision selon lui. L'équipement pour projeter un film en HFR 3D est particulièrement cher et c'est peut-être aussi pour ça que les exploitants n'ont pas vraiment utilisé ce procédé jusqu'à présent. J'ai eu la chance de voir tous les films projetés en France en HFR 3D et autant dire que le rendu est assez bluffant. Alors oui, on peut dire que le Hobbit est un peu trop réaliste pour un film de fantasy, mais en attendant, toutes les scènes d'action sont lisibles, que ce soit la scène des tonneaux ou alors les scènes de bataille. Il en est de même pour Gemini Man qui est probablement le film d'action américain le plus beau que j'ai vu depuis très longtemps, avec notamment toute une fourmitude de détails lors des fusillades. Les spectateurs ayant vu Billy Lynn en 60 images par seconde avaient déjà pu constater un ultra-réalisme incroyable. Avec Gemini Man, c'est encore le niveau au-dessus. Après la partie historique, il est temps de passer à la partie coup de cœur. Numéro 1. Avatar de James Cameron. Au cours des années 2000, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de films en 3D, que ce soit en 3D classique ou en IMAX 3D, et Coraline est probablement ce qui se rapprochait le mieux d'une bonne expérience 3D. Mais ça, c'était avant Avatar, film événement qui n'avait montré aucune image avant août 2009 et qui avait bluffé tout le monde avec sa bande-annonce. Avatar pourra toujours être caricaturé de Danse avec les Schtroumpfs dans l'espace, en attendant il crée un véritable univers mythologique et visuel, chose assez rare dans le cinéma américain de nos jours. La 3D native était particulièrement immersive et on avait vraiment l'impression de voyager avec les personnages et ce dès la première scène dans l'espace. À la vue de cette beauté, on ne peut qu'être intrigué à l'idée que James Cameron s'attaque à l'HFR 3D sur les suites d'Avatar. Wait and see. Numéro 2. Tron Legacy de Joseph Kosinski. Suite d'un film culte, Tron Legacy n'est pas forcément un grand film, ou du moins il a quelques défauts handicapants comme son scénario ou un effet spécial particulièrement cracra. Mais pour ce qui est du reste, Tron Legacy est probablement une des plus grosses claques visuelles des années 2010 et sa 3D peut en attester. A l'instar de Spy Kids 3, la 3D se déclenche uniquement dans la partie jeu vidéo, ce qui renforce l'immersion du spectateur dans l'univers et le rapproche en soi de Gareth Edlund. Quant aux scènes de baston et de poursuite, elles sont d'autant plus exceptionnelles en 3D. Numéro 3. Hugo Cabret de Martin Scorsese. Voulant que sa fille découvre un de ses films au cinéma, Martin Scorsese décide d'adapter l'invention d'Hugo Cabret de Brian Selznick avec l'aide du producteur Graham King. Ce qui lui permet de signer un magnifique film pour enfants doublé d'un très bel hommage au cinéma de Georges Méliès. C'est également la première expérience de Martin Scorsese avec la 3D, un procédé qu'il a particulièrement apprécié parce qu'il permet de mieux capter les émotions des acteurs. Le travelling avant qui nous insère dans la gare est probablement une des plus belles réussites de la 3D dans les années 2010. La profondeur de champ y est particulièrement démentielle et le spectateur peut être totalement immergé dans la gare. Numéro 4. Titanic et Terminator 2 de James Cameron. Le cinéma a converti pas mal de films 2D en 3D à partir des années 2000, à commencer par Le Roi Lion, qui a dû être considérablement modifié pour atteindre le format IMAX 3D. La version à la vente depuis 2003 n'a donc plus grand chose à voir avec la version initiale de 1994. Disney continuera dans son élan puisque l'on retrouvera bon nombre de versions 3D de films en 2D, comme La Belle et la Bête, L'étrange Noël de Monsieur Jack, les deux premiers Toy Story ou encore Le Monde de Nemo.
Mais ils ne sont pas les seuls puisque d'autres studios ont tenté l'expérience, souvent pour le seul marché vidéo. On peut donc citer Top Gun, Predator, iRobot, La Menace Fantôme, Jurassic Park et même Vidoc de Pitoff. En 2012 et 2017, James Cameron crée l'événement avec les conversions de Titanic et Terminator 2, deux films qui n'avaient absolument rien à voir avec le format jusqu'à présent. Et pourtant, on peut observer que ces deux films ont une profondeur de champ absolument spectaculaire qui est accentuée par la 3D. On le remarque notamment dans les scènes sous-marines de Titanic et dans l'ouverture spectaculaire de Terminator 2. Ces conversions permettent donc une seconde jeunesse à ces deux grands classiques des années 90. Numéro 5. Men in Black 3 de Barry Sonnenfeld. Véritable arlésienne, Men in Black 3 ne suscitait pas beaucoup d'intérêt à sa sortie, et pourtant ce fut un énorme succès doublé d'une excellente surprise. Le film avait un scénario largement supérieur à celui du deuxième, et les effets spéciaux étaient plutôt réussis, bien que l'on ressente plus d'effets spéciaux numériques. Mais là où le film m'a particulièrement étonné, c'est dans sa 3D absolument incroyable alors qu'il s'agissait d'une conversion. L'ouverture lunaire était particulièrement impressionnante avec Jemaine Clement face au gigantisme de l'univers, et que dire de la descente temporelle de J qui est absolument incroyable avec une profondeur de champ absolument immense et des projections particulièrement réussies. Numéro 6. Pacific Rim de Guillermo del Toro. Non content d'être une des grosses productions américaines majeures des années 2010, Pacific Rim a également une des meilleures conversions de son temps. Fruit d'un travail de 6 mois, la 3D de Pacific Rim nous offre tout, du gigantisme, de la profondeur de champ à n'en plus douter, de la pluie, et surtout des combats lisibles même de nuit en 3D. Et ça, c'est plutôt rare au cinéma. Numéro 7. Get a Horse de Lauren McMullan. Avant-programme de La Reine des Neiges, Get a Horse est une véritable claque visuelle conçue totalement pour la 3D dès son pitch. Jugez plutôt, Mickey apparaît dans un film qui semble avoir été réalisé dans les années 20-30. Sauf qu'au bout d'un moment, il est expulsé par Patibulaire et se retrouve dans une salle de cinéma. Dès lors, nous comprenons pourquoi le film était si petit au départ. Nous sommes en fait dans une salle de cinéma qui elle-même est vue par nous dans une salle de cinéma, ce qui donne les 3 dimensions. Je ne sais pas s'il est disponible en 3D sur le Blu-ray 3D de Frozen, mais vous pouvez le voir parfois en 3D au Discoveryland Theater à Disneyland Paris. Numéro 8. La peur du vide et de l'infiniment grand avec Gravity, Everest et The Walk. 3 films ont particulièrement donné des sueurs froides aux spectateurs durant les années 2010, à commencer par Gravity d'Alfonso Cuarón. Le réalisateur de Roma filme l'espace dans ce qu'il a de plus effrayant, c'est-à-dire l'infiniment grand. À tout moment, des personnages peuvent se perdre la vie, ou tout simplement tomber dans les méandres de l'espace. Ce qui permet presque de consacrer Gravity comme le survival ultime. Everest et The Walk parviennent quant à eux à donner le vertige à travers la 3D. Que ce soit par la traversée de Josh Brolin sur une échelle ou celle de Joseph Gordon-Levitt sur un filin, les deux films parviennent à déclencher la peur du vide même chez les spectateurs non phobiques. Everest parvient même à être particulièrement horrible en 3D à travers une scène où un personnage disparaît hors champ. Et surtout, Balthazar Kormakur parvient à isoler pleinement les personnages en 3D, si bien que la nature n'en devient que plus gigantesque. Quant à The Walk, il signe certainement une des scènes les plus tristes des années 2010. Tout au long du film, Philippe Petit nous raconte son histoire sur la flamme de la Statue de la Liberté, présentant New York comme un arrière-plan. Mais cette fois-ci, c'est différent. Philippe Petit finit par nous montrer son passe à vie pour aller au sommet du World Trade Center. Sauf que malheureusement, la réalité est tout autre. Zemeckis en profite donc pour aller sur l'arrière-plan, montrant ainsi les 2 tours isolées avant de les faire disparaître. Un effet qui est d'autant plus décuplé par la 3D. Enfin, numéro 9, Ready Player One de Steven Spielberg. Film visuellement fort, Ready Player One l'est d'autant plus en 3D. Si les scènes de jeu sont particulièrement immersives, notamment celle de Shining, il se trouve que d'autres scènes sont assez spectaculaires. Tout d'abord, la première scène dans l'Oasis, scène d'introduction en travelling avant, qui est absolument exceptionnelle avec une profondeur de champ infinie. Et puis il y a ces scènes dans les archives qui pourraient être anodines en 2D, mais qui prennent tout leur sens en 3D. Le spectateur regarde donc un film en 3D où le personnage principal regarde lui-même un film en 3D augmenté. En quelque sorte, les 3 dimensions. Donc voilà pour cette chronique spéciale 3D, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube même, à la partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.